Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Bruno Guyot. Je suis effectivement consultant indépendant en performance, en marketing digital. Mon job, globalement, pour parler simplement, c'est d'amener des clients et des prospects à mes clients. Le tout, pour que ce soit le plus rentable possible pour eux en termes d'acquisition. Enfin, c'est toujours le nerf de la guerre. J'imagine qu'il y a plein de gens qui font ce même métier que moi ici. Mon histoire, on parlait d'histoire, c'est finalement un peu ma proposition de valeur aussi, mon mode de fonctionnement. J'essaye le plus possible, tout le temps, de faire ça à la performance. Il y a plein de raisons, c'est plus facile à vendre, on partage les risques avec le client. Et puis, quelque part, c'est aussi un gage pour le client qui se dit, ok, il va mouiller la chemise, puisque de toute façon, si ça ne marche pas, il ne gagnera rien. Donc ça, voilà, c'est le mode de fonctionnement. Et puis du coup, pour réussir à faire que ça marche bien, pour le client, mais pour moi aussi, j'ai une obsession pour la mesure, j'ai une obsession pour le tracking, j'ai une obsession pour l'analytics, parce que je dois prouver mes résultats, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je dois apprendre vite, je dois apprendre très très vite, et du coup je me sers de l'analytics et du tracking pour faire un avantage compétitif, pour apprendre beaucoup plus vite et puis pour faire que ça marche rapidement. Alors, je vous donne déjà juste un peu de contexte. Donc voilà, ce que j'expliquais, être le plus pertinent possible. J'ai commencé une conf comme ça récemment, c'était sur un outil qui s'appelle Google Optimize, puis qui permet de tester son site et puis de l'optimiser, d'optimiser la performance. Je suis persuadé que la pertinence, c'est la clé. Plus vite on est pertinent et plus vite ça marche. Plus un produit est pertinent par rapport à une audience et plus il va marcher. Plus une campagne de marketing elle est pertinente par rapport à une audience, plus le message il est pertinent et plus ça va marcher. Donc la pertinence, c'est clé. Donc moi je cherche la pertinence et puis je le cherche le plus vite possible. Voilà. Plus vite j'apprends et mieux c'est parce que le temps c'est de l'argent. Le temps que je passe à faire des expérimentations, tester des messages, etc. Plus ça dure longtemps, plus ça coûte de l'argent. Donc plus je vais vite et plus c'est rentable. Donc c'est primordial d'être le plus pertinent possible, le plus vite possible. Autre élément de contexte, les investissements, ils shiftent, c'est pas nouveau, de plus en plus les investissements vont vers le numérique, et puis les outils pour faire de la pub sur le numérique, c'est quand même ultra facile, on n'arrête pas de recevoir des emails de Google, de Facebook, tiens vas-y prends un coupon, tu verras, c'est facile, tu cliques là et puis c'est parti. Donc les prix augmentent, deuxième élément de contexte. Donc, dans ce contexte-là, allez le plus vite possible, apprendre le plus vite possible. Je rabâche un peu, mais c'est extrêmement important. Je voulais juste faire, je dois parler d'analytics et de tracking, et puis on est en plein dans le contexte de la nouvelle loi, donc il fallait que j'en parle un petit peu, forcément. Moi, je voulais juste vous dire comment je m'y prépare de mon côté. Donc désormais, on est obligé, avant de pouvoir utiliser Analytics, de demander le consentement. On est obligé de leur demander le consentement explicite aux visiteurs. Ok, est-ce que tu veux que je te colle des cookies? Donc c'est quand même une énorme menace pour nous. Il faut savoir que le tracking, l'analytique, ça fonctionne sur la base de ça. Et que donc forcément, si les gens ne donnent pas leur consentement, comment on fait? Donc moi je m'y prépare. J'ai développé une solution 100% Google Tag Manager. C'est encore en cours de perfectionnement. Le principe, globalement, c'est j'ai une bannière, je demande l'accord aux utilisateurs, donc s'ils donnent l'accord à ce moment-là, eh bien, j'ai l'accord pour faire comme je faisais jusqu'à présent, et puis sinon, ils ont la possibilité d'aller définir les préférences, et là, ils vont accorder ou non pour tous les types de cookies que j'utilise, les Facebook, les LinkedIn, les Analytics, les AdWords, etc., etc. Donc je leur donne cette possibilité-là, et puis quoi qu'il en soit, alors ça c'est mon interprétation à moi, d'accord, je suis pas avocat, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, même si j'ai aucun consentement, je vais quand même déclencher un cookie Analytics, un cookie qui sera vraiment simplifié.
Donc IP anonymisé, ça c'est évident, pas de problème là-dessus. Ensuite, pas de fonctionnalité de publicité ni de remarketing. Pas de suivi des conversions, d'accord. En fait, la loi, elle est subtile, elle est soumise à interprétation, et puis on va encore apprendre au fur et à mesure qu'il y en a qui se feront épingler, qu'il y aura des contrôles, etc. Mais ce qu'ils disent à propos des cookies, en tout cas ce que moi j'en ai compris, c'est que les cookies, on doit demander le consentement aux gens, parce que les cookies nous permettent de récolter des données qui nous permettent indirectement d'identifier des personnes, d'accord. À partir du moment où mon cookie analytics ne me permet plus du tout d'identifier même indirectement des personnes, et ben, pour ma part, encore une fois je ne suis pas avocat, je pars du principe que j'ai le droit de poser ce cookie sans demander le consentement. D'accord ? Et puis évidemment, si la personne me donne son consentement, j'ai un autre cookie avec un autre analytics qui va récupérer les données normales, toutes celles qui vont me permettre de faire mon job encore mieux, mais au pire des cas, c'est mieux que rien. Tout va bien. Au pire des cas, c'est mieux que rien. J'ai quand même des actions avec un certain niveau d'engagement. Ça me permettra, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais l'engagement, c'est un peu une excuse. C'est ce qui nous permet de comparer les performances, la comparaison du pauvre quand on n'a pas un suivi des conversions qui est lié au business. On va en parler après. Enfin voilà, comment je me prépare finalement de mon côté au GPDR. Donc, Tracking Analytics comme avantage compétitif. Donc, on va commencer par un premier niveau. Je vais essayer de passer vite là-dessus. Mais c'était important pour moi de pouvoir emmener tout le monde. D'accord ? De pouvoir emmener tout le monde et de partir de zéro et puis d'aller jusqu'à héros, on espère. Donc, un constat, systématiquement, les configurations analytics, elles ont des problèmes, c'est toujours mal configuré. C'est la base, c'est le socle. Si mes données analytics, elles ne sont pas bonnes, si elles ne sont pas fiables, comment je peux décider correctement ? Ce n'est pas possible. La première chose, c'est d'éviter des erreurs, d'accord ? D'éviter des erreurs de base. Donc, j'en ai listé quelques-unes. Alors ça peut paraître vraiment la base de la base. Oui, il faut le code de suivi sur toutes les pages. Mais en fait, je me suis fait avoir, et récemment, et c'est quelque chose du coup que je voulais partager avec vous, ce site-là, c'est un site Drupal. Il utilise un module de réservation. Et ce module, quand on est sur les pages de réservation, il génère des pages lui-même. Ça veut dire que le header de la page n'est pas le header normal du site. Et que donc mon code qui était dans le header normal du site n'était pas dans ces pages-là. Voyez ? Donc ça peut paraître un truc basique, mais il faut vérifier. Voilà. C'était une astuce. Je me suis fait avoir, j'ai pris une leçon, je voulais la partager avec vous. Le code doit être mis une seule fois, d'accord ? Donc là, on parle d'analytics. Utiliser le tag assistant. Aujourd'hui, on reprend le site où on prend un client et puis il a déjà eu 2, 3, 4, 5 agences avant et puis il a déjà fait lui-même des trucs sur son site. Donc toujours très important d'aller regarder. Des fois, on peut avoir du code en dur qui a été placé, puis ça a été mis par une extension et puis ensuite on vient rajouter du GTM. Donc voilà, faire bien le point là-dessus, ça c'est une erreur fréquente. Je passe rapidement. Le taux de rebond. Alors le taux de rebond, moi j'aime mettre en place un taux de rebond ajusté, d'accord ? Il y a deux raisons pour ça. Déjà, si quelqu'un voit la moitié de ma page, j'estime que c'est pas un rebond, donc je veux absolument avoir une meilleure notion de la vérité. Et puis, malheureusement, sans vouloir jeter un pavé dans la mare, bien souvent, les sites web qui sortent des agences, ils sont beaux, ils sont très bien, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas pensés conversion. Vous voyez, moi, je suis assez obsédé par la conversion, le business, l'efficacité. Et souvent, il y a un décalage. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que pour mes clients, je vais leur faire des landing pages. Je vais dire, OK, tiens, ton site, il est bien, vas-y, garde-le comme ça. Moi, je vais te faire une page. Je suis à la performance. Donc, ça doit être performant. Je n'ai pas le choix. Ça doit être performant, puis ça doit être performant super vite. Donc je fais des landing pages ultra optimisées. Ben, c'est pareil, une landing page, c'est quoi? C'est une page. Donc c'est 100% de taux de rebond, moins les quelques formulaires ou les actions de conversion que j'ai dessus. Donc je ne veux pas ça. Je veux être le plus proche possible de la vérité. D'accord? Donc sur une landing page optimisée, voilà, au départ on commence, tac, on met le taux de rebond, et puis là on est beaucoup plus proche de la vérité. À la moitié de la page, après ça c'est vous qui définissez. La moitié, 25%, 75%, on s'en fout. C'est vous qui définissez. Ça se fait facilement dans Google Tag Manager avec un truc comme le scroll tracking. Et puis on déclenche un événement Google Analytics
quand la personne elle a scrollé un certain montant de la page. Je passe rapidement, j'aborde des notions, on est chronométré. J'ai écrit un article, d'accord, pour cette conf qui reprend tout ce que je suis en train de dire dans le détail, avec des ressources. Donc soyez pas frustrés si éventuellement il y a des choses sur lesquelles je passe rapidement. L'article va être partagé là, incessamment sous peu, vraisemblablement d'ici ce soir, sur lequel vous pourrez reprendre et vous poser, je mets des liens, etc. Bref. E-commerce, c'est pareil, c'est un truc de base, donc je vais passer rapidement. Mais bien souvent, chaque fois que je reprends un compte e-commerce, ça je le vois tout le temps. Le référal prend la majorité du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est la solution de paiement qui prend l'intégralité du chiffre. Donc ça, en termes d'attribution de chiffre d'affaires, ça foire tout. Mon AdWords me dit pas la vérité, mon social media me dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que à chaque fois, le paiement est attribué à ces gens-là. Il suffit simplement d'aller exclure dans le code de suivi, on va exclure la solution de paiement, et puis c'est terminé. Ensuite, de nouveau, l'attribution, elle fonctionne bien. Mais je le vois tout le temps. Alors je me dis, autant le partager avec vous. Plus on va le partager, moins on le verra. Ce sera super. On vivra dans un monde meilleur. Donc, traquer les micros, les macros conversions. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé, c'est pour ça que je vais passer vite aussi, mais globalement, avant qu'on arrive à une macro conversion, d'accord, sur un site e-commerce, c'est la vente, ou sur un site de génération de prospects, un site ou une page, c'est de générer les prospects, ok, évidemment. Derrière ça, les gens, sur le chemin de cette conversion-là, ils en ont des micro-conversions, d'accord? Et c'est important de les mesurer. C'est important de les mesurer parce que si, par exemple, j'ai 2 ou 3 ou 5% de taux de conversion, ça veut dire et que j'ai pas énormément de trafic, ça veut dire qu'il me faut beaucoup de temps avant de pouvoir avoir beaucoup de données. Alors que ça me permet d'en avoir beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc je vais traquer finalement les engagements intermédiaires. Est-ce que la personne elle a vu une vidéo et puis est-ce qu'elle en a vu par exemple 80%? Si elle a vu 80% d'une vidéo, elle est beaucoup plus intéressante pour moi, elle a pris mon message, elle a pris ma marque, elle a pris pas mal de choses que quelqu'un qui est passé rapidement, qui n'a pas regardé la vidéo puis qui s'est barré. Donc j'essaye d'ajouter des micro-conversions et d'après moi, encore une fois je ne suis pas avocat, je le redis, mais pour moi, ça, c'est possible sans le consentement GPDR. À aucun moment, je peux rattacher ces informations-là à une personne. À aucun moment, je peux vraiment dire ça, c'est cette personne-là. Et peut-être que dans un monde où la majorité des gens vont refuser le consentement, peut-être que j'aurai que ça. Vous voyez, d'où l'importance de faire le taux de rebond ajusté, de mettre ces micro-conversions, parce que si on n'a que ça, c'est mieux que rien, c'est pas parfait, mais voilà, on aura au moins ça. Niveau 2, téléchargement des brochures, ajout au panier, ajout à la wishlist. Donc là, on monte d'un cran quand même, si vous voulez, en termes d'engagement. Là, ils sont descendus un petit peu dans le tunnel. C'est pareil, moi je pense que c'est possible de faire ça sans le consentement. Après, attention, sur un site e-commerce, si une personne elle est connectée puis qu'elle fait un ajout au panier, même si elle ne termine pas, je vois par exemple sur un PrestaShop, on a une page qui nous permet de voir tous les gens qui ont ajouté au panier. Et puis si la personne elle était loguée, on voit son nom. Donc ça, c'est pas bon, ça c'est pas compatible. Donc là, il faudra un consentement. Donc attention, si vous suivez des trucs comme ça, les ajouts au panier, si la personne elle est connectée, niet, on ne récolte pas l'information. Encore une fois, c'est mon interprétation. C'est comme ça que moi je vais travailler, et puis en attendant que la loi, il y ait eu quelques-uns qui se soient fait flaguer, et puis qu'on en sache un peu plus, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont soumises à interprétation. Et puis enfin la macro-conversion, donc là consentement GDPR obligatoire. Il faut savoir que si vous faites de la pub en ligne, un suivi des conversions basiques, il faut demander, on n'a plus le droit. Le gars il m'a contacté, bim, un tag AdWords, suivi des conversions, ça c'est non. Maintenant il faut demander, on ne peut plus le déclencher comme ça. Ça fait mal. Traquer les pages 404. On est dans un événement qui a une grosse histoire de SEO, d'accord, donc un petit clin d'œil pour le SEO. Le suivi des conversions, le suivi des objectifs dans Analytics, c'est pas réservé uniquement aux conversions micro, macro, positives. On peut aussi traquer des choses négatives entre guillemets. Ça c'est un fruit facile. Voilà, ça c'est un fruit facile parce que quand il y a quelqu'un, un site externe qui nous envoie du trafic sur notre site et puis qui tombe sur une page 404, le jus
qui vient de là-bas vers nous, bah, il passe pas. Donc le fait de pouvoir le savoir et de pouvoir le mesurer, et puis de savoir finalement voilà, sur quelle page ça fait 404, qu'est-ce qui était ciblé et puis d'où ça vient, et ben ça me permet de pouvoir modifier le lien et récupérer le SEO juice, on va dire ça comme ça, le jus du lien qui était perdu. C'est gratuit, c'est facile. Hop, il y a juste à mettre ça en place et on le sait comme ça. Alors moi, dans mon exemple, j'en avais pas beaucoup, mais ça peut aller vite, quoi. Ça peut aller vite. Et c'est très intéressant et c'est très facile. Donner de la valeur aux objectifs. Donner de la valeur aux objectifs. Je vous parlais tout à l'heure des micro-conversions. C'est ce concept de dire, ok, peut-être qu'une vue de vidéo, la vidéo elle est posée sur mon site, les gens ils la regardent, c'est gratuit, ok. Mais cette vidéo-là, je pourrais payer. Je pourrais payer pour qu'elle soit vue. Je pourrais payer des pubs Google, des pubs Facebook, je pourrais payer à la télé, etc. Donc quelque part, quand des gens viennent sur mon site et puis regardent une vidéo, c'est un peu comme si j'économisais ce que j'aurais payé pour la faire voir par ailleurs, d'accord ? Donc moi je pars du principe que ça, il faut le noter, d'accord ? Il faut le noter, puis il faut l'intégrer à la plateforme Analytics. À chaque fois qu'on crée une conversion à un objectif, on a la possibilité de donner une valeur, d'accord ? En général, les gens, ils la laissent vide. Mais il faut donner une valeur, il faut s'amuser à évaluer. Après, ça ne va pas être parfait, et même quand vous ne savez pas, des fois, juste mettre 1, c'est mieux que rien. Ça permet, on va le voir ensuite, ça permet des choses formidables. Donc, attribuer une valeur à vos objectifs, même si c'est un peu fictif, quelque part. D'accord ? Une fois qu'on a attribué de la valeur, ça nous permet d'avoir des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, on peut regarder les différentes pages de notre site et puis on peut voir la valeur de la page. La valeur de la page, dans l'article qui sera en accompagnement de cette conférence, il y aura les liens qui vous expliquent comment c'est calculé. Globalement, ils prennent toutes les pages d'une visite, ils regardent le montant, la valeur de la visite, et puis ils divisent, puis ils attribuent le crédit de manière équitable à toutes les pages. Ça permet d'avoir de l'information. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de regarder, vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure, l'engagement, c'est un peu le suivi des conversions du pauvre quand on n'a pas le choix, quand on n'a que ça. Ça permet de pouvoir comparer les pages par rapport à des objectifs liés à l'argent, plutôt qu'à l'engagement uniquement. Vous voyez, je l'ai coupé, mais imaginons que peut-être que si j'avais pas cette colonne-là et que je regardais juste le taux de rebond, le classement il serait différent. Mais dans le fond, je m'en fous du taux de rebond, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, d'accord. Donc, mettre des valeurs à vos objectifs, ça permet de faire ça. Ça permet également de faire la même chose pour ce qu'on appelle des métriques et des dimensions de scope session, d'accord, les sources de trafic. Donc là, c'est pareil, ça me permet de comparer la valeur. Si je mettais uniquement une valeur pour les formulaires, j'aurais beaucoup moins de valeur, ce serait beaucoup moins représentatif. Vous savez, plus on a de données et plus c'est représentatif, mieux c'est, d'accord. Donc ça m'aide. Et puis ça m'aide beaucoup dans AdWords aussi. Vous voyez, dans AdWords, là je fais une petite parenthèse. Il y a quelques temps, j'avais fait une étude, ça avait bien marché, ça avait fait pas mal de bruit, où j'expliquais, voilà, vous ajoutez des micro-conversions, vous importez tout ça dans Google, et puis vous passez le seuil minimum pour que les algorithmes d'intelligence artificielle ils puissent utiliser ces infos, et puis vous donner leur pleine puissance, et puis que ça optimise vos campagnes. J'avais pris, je ne sais pas combien de comptes, au moins 50, dans l'agence où j'étais à l'époque, et puis j'avais fait une expérience, j'avais comparé les trucs de smart bidding, les méthodes d'enchère intelligence artificielle, et puis quand on n'a pas d'intelligence artificielle, le problème c'est que pour utiliser l'intelligence artificielle, il nous fallait un certain nombre de conversions que je n'avais pas, donc j'ai mis des micro-conversions à chaque fois, et on se rendait compte que quand on utilisait ces trucs d'intelligence artificielle, on arrivait à budget égal, c'était en tout cas la conclusion de mon étude, sur beaucoup de comptes, c'était quand même assez représentatif, j'avais le double de résultats. J'avais le double de résultats pour un budget équivalent. C'est fou quand même, c'est fou. Donc ça c'est pour redonner du contexte. Maintenant, le temps est passé et puis j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. J'ai vu aussi, effectivement, ça marche mieux, c'est indéniable, mais j'ai vu aussi qu'il y avait certaines dérives, d'accord ? C'est-à-dire que quand on donne toutes les micro-conversions à Google, par exemple, c'est vrai que je suis beaucoup Google, alors ça marche mieux quasiment tout le temps, mais plus ou moins bien. Et puis on s'est rendu compte aussi que parfois ça biaise un peu, d'accord. Si par exemple
j'ai 500 ajouts au panier et puis que j'ai seulement je sais pas, 20 commandes, mettons, et ben, l'algorithme il va optimiser et puis il va aller me chercher beaucoup de gens qui ajoutent au panier. Mais ça peut être biaisé, vous voyez, la plupart du temps ça augmente fortement aussi les commandes. Mais parfois, parfois non. Parfois, ça m'augmente le nombre de gens qui ajoutent au panier puis qui abandonnent le panier. Et du coup, ça ne va pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, même si dedans il y a intelligence, en fait, elle n'est pas très intelligente. C'est à nous, pour l'instant, de lui donner la bonne direction. Et ça, c'est primordial. Vous voyez, il faut absolument donner la bonne direction à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'ajouter une valeur à vos conversions et micro-conversions, c'est un meilleur signal. Et ça permet de diriger encore mieux l'intelligence artificielle. Ça va? Ouais. Ok. On pourra répondre aux questions, hein, si jamais il y en a. 10 minutes, super. Regarde, tiens, j'ai la même ici. Allez, on avance. Niveau 2, d'accord? Donc on a compris. La mission, c'est quoi? C'est driver l'intelligence artificielle dans la bonne direction. Alors comment on fait ça? Comment on fait ça? On va personnaliser l'outil Analytics. Donc, ils sont prévus pour ça. À la base, ils sont faits pour plaire à tout le monde, donc on peut les personnaliser. Là, c'est l'exemple de ce que j'appelle un regroupement de contenu. On va catégoriser les pages de notre site de manière à pouvoir obtenir des insights. Qu'est-ce qui est le plus performant en termes de thématique pour mon site? Puis on le rapproche toujours de la valeur, toujours du business. D'accord? Donc ça, c'est un premier moyen. Ensuite, les dimensions et métriques personnalisées. Encore une fois, à la base, l'outil Analytics, il est fait pour tout le monde. Sauf que votre activité, elle est spécifique. Donc, on peut l'enrichir. D'accord? Là, c'est l'exemple d'un client qui fait du crédit et qui, à chaque fois qu'il y a une demande de crédit, évidemment, la personne, elle doit indiquer combien de mois elle veut rembourser. En combien de temps tu veux rembourser ton crédit. Et pouvoir remonter cette info dans l'Analytics et pouvoir segmenter finalement le trafic qui vient en fonction de ce choix-là, ça va me permettre de les traiter différemment. Vous voyez, je vais peut-être me rendre compte que finalement, j'ai énormément de demandes de crédit qui viennent sur 12, et puis que finalement, si je regarde à la fin du jour les vrais, les demandes qui ont abouti, ceux qui sont devenus clients, cette tranche-là, elle est mauvaise. Si j'emmène pas des informations supplémentaires dans mon Analytics, je ne peux pas savoir ça, vous voyez? Donc, ajouter de l'intelligence, ajouter des indicateurs, des informations, enrichir l'analytique sur la base de données qui sont spécifiques à votre domaine. On peut dire que globalement, à chaque fois que les gens doivent remplir un formulaire, c'est des informations qui sont intéressantes à récupérer et à pouvoir aller envoyer là-dedans. Alors attention, pas d'informations personnelles, attention, le GDPR, etc. Il faut faire attention à ce qu'on fait, mais globalement, si j'ai du e-commerce et que je vends des chaussures, mettons que je vende que ça, et que je me rends compte que le rouge, c'est la couleur qui cartonne le plus, peut-être que par défaut, je vais mettre toutes mes chaussures en rouge sur le site. Ce sera ma couleur par défaut, vous voyez. Qu'est-ce que ça peut être? Alors dans l'article, il y a plein d'exemples. On va passer rapidement parce qu'il y a pas mal de choses que je veux qu'on voit encore et il reste 7 minutes. Call tracking, par défaut on peut l'utiliser, alors sauf erreur pour l'instant c'est vraiment chez Google où ils mettent gratuitement à disposition des annonceurs, des numéros de téléphone qui permettent de traquer, ça c'est le niveau 1 et pour ce client vous voyez c'est un game changer, c'est un truc de fou. Si on mesurait pas les appels on passerait à côté de la majorité du business. Il faut absolument dans énormément d'industries et il faut tout le temps, mesurer les appels téléphoniques, d'accord ? Niveau 2, on peut utiliser une solution de call tracking tierce. Il y en a des très bonnes et il y en a qui donnent des numéros locaux suisses. Ça y est, on y est. On n'a plus besoin, c'est plus réservé uniquement aux Américains ou à la France. Désormais, on arrive à avoir ça aussi avec des numéros locaux en Suisse. Donc ça traque les appels de toutes les sources de trafic. Ça permet d'obtenir de la donnée qualitative. On peut avoir des transcriptions d'appels, d'accord? Quels sont les mots-clés que les gens ils utilisent? C'est quoi les questions qu'ils posent tout le temps? C'est quoi qu'ils n'ont pas trouvé sur le site? C'est énorme les informations que ça nous donne. On est des enquêteurs, vous voyez. L'enquêteur, il doit apprendre vite. Toujours pareil, pour faire plus de business, pour que ça marche plus vite. Pertinence le plus vite possible, d'accord?
Nourrir le CRM, selon, on peut créer du coup un nouveau lead dans le CRM dès que ça fait un coup de fil, ils sont reliés. Salesforce, comment dire, enfin, la majorité des CRM les plus répandus sont connectables avec ce genre de solution. Et puis ça envoie des conversions dans les plateformes de pub et l'analytics. D'accord, il n'y a pas de silo, on envoie tout au même endroit et on ne fait pas encore des silos supplémentaires. Ensuite, le CRM. Eh ben, le CRM, il faut... alors là, on est plus dans de la génération de leads, d'accord, ça, je fais énormément. Ça, c'est pour moi le nerf de la guerre, là, en ce moment. Un des nerfs de la guerre. Donc, on envoie la source du trafic, y compris le GCLEAD. Le GCLEAD, c'est un identifiant Google publicitaire qui permet de dire oui, celui-là, il vient du pub Google. Donc, on envoie ça dans le site. Donc, en fait, on récupère les informations avec Google Tag Manager, on met ça dans des champs cachés, et puis on envoie ça par formulaire dans le CRM, qui est synchronisé avec le formulaire. Encore une fois, ce sera détaillé sur l'article. Et puis ça permet un niveau d'analyse supérieur dans le CRM, d'accord? Donc ça, c'est des informations, c'est des rapports que j'ai pu générer dans Salesforce, par exemple, où on voit, bah, ok, la source de trafic. Donc on commence par dire, donne-moi tous les leads qui sont devenus des clients, donne-moi juste les meilleurs. Et puis on est capable d'avoir voilà, une analyse, de dire, ok, bah, ça vient de là, ça vient de là. Et puis là, vous voyez, le GCLEAD, il est envoyé, bim, 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 à chaque fois que c'est quelqu'un qui vient de Google. Donc ça, c'est une première étape qui est intéressante. Et puis le niveau 2, c'est de pouvoir faire le switch dans l'autre côté. D'accord, c'est une fois qu'on a connecté le site web au CRM, on va connecter le CRM à la plateforme publicitaire. Et puis, bah, ce qui est génial, c'est que, bah, vous voyez, d'un seul coup, plutôt que de, comment dire, d'optimiser mes campagnes pour des formulaires ou des ajouts au panier, tiens, je parlais de ça tout à l'heure, non, bim, là, ok. Là, c'est des vrais leads qualifiés, d'accord. Donc ceux-là, c'est des bons. Mais je veux aussi savoir les mauvais, parce que dans le fond, bah, c'est aussi intéressant de savoir que ma campagne, elle génère en majorité des mauvais, que de savoir qu'elle génère en majorité des bons. Donc je prends ces deux informations-là, je les ai là. On parlait de diriger l'intelligence artificielle sur le meilleur, lui donner la meilleure direction. C'est quoi la meilleure direction? Ça, c'est la meilleure direction, d'accord. Et puis... si on couple ça avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et puis qu'on dit, ok, bah, on attribue une valeur, alors la plupart du temps, on sait quand même la valeur de notre conversion finale, on connaît la valeur globalement d'un lead qualifié, et ben on ajoute ces valeurs aux conversions, et puis on peut optimiser non seulement pour ce qu'il y a de meilleur, mais en plus de ça, en mettant une notion de ROS, il y a des stratégies d'enchères qui sont spécifiques à ça, et qui disent qu'on va augmenter pour un retour sur investissement spécifique. C'est les meilleures stratégies d'enchères actuellement. Elles ont des biais, elles ne sont pas parfaites, mais c'est les meilleures stratégies d'enchères actuellement, peu importe la plateforme publicitaire. Donc finalement, avec ce tracking, cet analytics, ces connexions CRM, ces appels, etc., l'enrichissement de l'outil d'analytics, on prend un vrai avantage compétitif. Si on arrive à ça et puis qu'on se compare au copain qui, lui, il est à des années-lumière, il n'a rien compris, il ne fait pas ça du tout, on a un avantage énorme sur lui, un avantage compétitif énorme. Voilà. Et puis je crois que c'est tout.